Voilà. On va vite faire et on va quitter là. On va vite faire pour quitter ici. C'est pas pour durer, donc connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, on va vite faire pour quitter ici. Connectez-vous, on va vite faire pour quitter ici. Voilà, on va vite faire pour quitter ici. Connectez-vous, on va vite faire pour quitter ici. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. J'espère que tout le monde va bien. Fraternité, pas que Charlie. Il dit, est-ce que je suis ton frère vraiment? Oui, tu es un frère, tu demeures un frère. Ouais. Maître Charlie, tu es un frère à moi et tu demeureras un frère à moi. Ne t'inquiète pas. Bon, je sais que ouais, ça fait un bon moment qu'on ne cause pas. Je sais que ça fait un bon moment qu'on n'est plus en contact et tout. Mais cela ne veut pas dire que voilà, tu n'es pas mon frère. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas. Il arrive des moments comme ça où tu te replies sur soi pour certaines choses, mais cela ne veut pas dire, voilà. Moi-même, je pense à vous, tu n'es pas le seul. Hein. J'ai un ami aussi au Canada, ça fait un bon moment, on n'a pas encore parlé aussi. Et c'est pas parce que, voilà, vous n'êtes pas mes frères, vous êtes des vrais frères à moi, mais ça arrive où je me replie sur moi-même, mais on est toujours en contact, on garde toujours le contact et tout, et on est frères. Le jour où on se croisera, tu verras que c'est pas la même chose, donc ne t'inquiète pas. Mon frère Charlie Parker, il dit c'est quel frère qui rentre en brousse. Non, je ne suis pas rentré en brousse, je suis là, je suis là, je suis là. Il y a certains soucis qu'on règle et tout. Voilà, on fait les vidéos, mais en dehors des vidéos, il y a certains trucs qu'on règle. Donc ça fait que, bon, souvent tu n'as pas envie de parler avec tes amis par rapport à certaines choses en fait. Sinon, voilà, vous êtes mes vrais frères et ça, personne ne peut l'enlever. Ça, c'est clair. J'espère que tu me comprends, Maître Charlie. Ne t'inquiète pas, je t'appellerai cette semaine, on va causer. La semaine qui vient, la semaine de demain, là, voilà. Je vais te contacter un bon jour. Hein, dans la soirée, on va échanger. Alors, donc, connectez-vous, connectez-vous. Je vais vous montrer le numéro. Voilà. Voilà, prenez ce numéro-là. J'espère que vous le voyez très bien. Notez. Je n'ai pas envie de... Voilà. Bon, je vais le dire. Bon, je n'ai pas envie de... Voilà. Notez bien ce numéro-là. Hein, ce numéro qui est juste en haut. Notez-le très bien. Bon, je vais l'épeler. Plus 33 7 53 02 44 64. Je répète, plus 33 7 53 02 44 64. Alors, donc ça c'est le premier numéro. Donc on va épeler le second numéro. Et le deuxième numéro. On va épeler le deuxième numéro. C'est très important. Donc le second numéro, c'est plus au 32 46 57 01 3 19. Je répète, plus 32 46 57 01 319. Donc, à travers ces deux numéros, vous pouvez me joindre sur WhatsApp. Maintenant, ceux qui veulent aussi les appels directs, ils peuvent aussi le faire. Mais, s'il vous plaît, ne m'appelez pas tard la nuit. Parce que hier, je ne sais pas c'était qui, mais j'ai reçu deux appels tardivement, c'est-à-dire aux environs d'1 h à 2 h du matin. Et quand c'est comme ça, je ne peux pas décrocher. Si je ne décroche pas, c'est pas parce que voilà, je fais le malin. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que
les enfants dorment. Et si je décroche tout de suite, ça va réveiller les enfants. Et souvent, quand les enfants se réveillent, pour redormir, c'est tout un problème. Je fais une nuit blanche et le lendemain, vous comprenez, il faut aller faire des activités. Et donc, du coup, ça fait enfler les yeux, tu es fatigué, au boulot, tu risques de faire n'importe quoi, créer un accident parce que voilà, tu n'as pas dormi la nuit. Et donc, c'est ce qui fait que je ne peux pas décrocher tard les nuits. Alors, j'ai donné ces deux numéros, il y a une suite après ces numéros, c'est-à-dire toute personne ayant un problème d'hémorroïdes, ayant un problème d'hernie. Est-ce que vous me comprenez? N'hésitez pas à me contacter. Les femmes qui ont un problème de fertilité, c'est-à-dire elles ont un problème de tomber enceinte et tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Je n'ai plus besoin de faire trop à la cour de mes médicaments. Voilà, parce que ce sont des médicaments qui ont déjà fait leur preuve. Et ceux qui ont déjà utilisé, ils savent de quoi sont capables mes médicaments. Donc, je ne parle plus trop. Voilà, parce que les sachants connaissent ce qui est vrai. Donc, voilà un peu. Et en dehors de ça, pour ceux qui ont la thyroïde, c'est un niveau de truc. Si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est qu'une thyroïde, tapez sur Google thyroïde, posez-vous des questions, ça va vous donner les différentes réponses. Voilà, vous allez connaître ce que c'est qu'une thyroïde. Mais quelqu'un qui a thyroïde, il sait. Ils n'ont pas besoin de lui dire c'est quoi thyroïde. Lui-même, il sait parce que le médecin va lui dire c'est une thyroïde. Tu as ça, mon frère, il ne faut pas hésiter à me contacter. Tu as un problème de faiblesse sexuelle, n'hésite pas à me contacter. Est-ce que vous comprenez? Voilà, tu as un problème de règles douloureuses, ma soeur, n'hésite pas à me contacter. Donc, j'ai donné déjà les différents numéros. Alors, suite à ça, ouais, Maître Charlie, je salue ta petite famille, je salue aussi, ouais, je te salue aussi, toi aussi, mes enfants vont bien par la grâce de Dieu et j'espère que c'est la même chose chez toi, tu te portes très bien et que Dieu soit avec toi, tout, hein, qui te donne tout ce dont tu as besoin, voilà. Alors, donc, l'ONU désavoue le président ivoirien, son excellence, M. Alassane Ouattara. Voici, parce que Alassane Ouattara, il a été en Afrique du Sud. Il a tenu un discours dans lequel il dit l'ONU doit clarifier cette affaire des 49 Ivoiriens qui se sont fait arrêter à l'aéroport international à Modibo Keïta, je ne sais pas. Et en retour, 2 jours après, l'ONU donne une réponse pour dire qu'elle ne reconnaît pas ses militaires. Bon, c'est bizarre quand même. Le président ivoirien, il dit non, l'ONU est au courant et que ces gens-là partaient là-bas au nom de l'ONU. L'ONU dit non, 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 nous on ne les reconnaît pas. Il dit l'ONU n'a qu'à clarifier l'affaire. L'ONU en retour donne une réponse en clarifiant cette affaire pour dire on ne les reconnaît pas. Bon, au lieu de s'enfoncer, au lieu de vouloir montrer aux yeux du monde entier que non, l'ONU connaissait ces gens-là, mieux vaut se taire et entamer des négociations diplomatiques. Ça sera mieux. Parce que si c'est réponse de l'ONU, Alassane Ouattara, il cherche là, les Ivoiriens vont crever là-bas. Et ces militaires ivoiriens, là, ils vont crever au Mali là-bas. Parce que l'ONU s'est déjà désavoué. L'ONU ne peut pas encore revenir sur ses propos, sinon l'ONU ne sera plus cohérente. Aux yeux du monde entier, l'ONU dit qu'elle ne les connaît pas. Et tu veux, coûte que coûte, que l'ONU dise oui, elle les reconnaît. Non, ça ne peut pas marcher. Parce que l'humanité tout entière sait que l'ONU ne peut plus se dédier. L'ONU a dit, l'ONU ne peut plus se dédier. Donc, à quoi bon de vouloir mettre pression sur l'ONU pour qu'elle se dédise, pour dire, bon, oui, je les reconnais. Ah, tu ne les reconnaissais pas, mais maintenant tu les reconnais. Non, l'ONU ne peut pas le faire. Donc, Alassane, en voulant coûte que coûte pousser l'ONU à reconnaître ces gens-là, pour dire ces gens-là venaient au nom de l'ONU, c'est une manière de les enfoncer. Parce que si l'ONU répète et réitère qu'elle ne les reconnaît pas, c'est que réellement ils sont mercenaires. C'est-à-dire, en voulant pousser l'ONU à avouer la vérité, l'ONU avoue que ce sont des mercenaires et qu'ils n'étaient pas là-bas, ils n'étaient pas au Mali au nom de l'ONU. Donc, le gouvernement ivoirien fait un effort pour valider la thèse qui dit que ces Ivoiriens étaient des mercenaires qui partaient en mission pour buter le président malien. Voilà tout ce que le gouvernement ivoirien est en train de faire. Lorsque on est diplomate,
Lorsqu'on dirige un pays, on doit savoir parler, on doit savoir calculer tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on veut faire. On ne fait pas les choses à la légère, on ne fait pas les choses comme on veut. Nous les autres, ils vont dire, toi tu sais quoi, tu connais quelle politique? Écoutez, ce n'est pas parce que nous, on n'est pas au pouvoir. Quand je dis nous, on n'est pas au pouvoir, ça veut dire moi, Djedje. Ce n'est pas parce que je ne suis pas au pouvoir là-bas, je ne mange pas. Ou bien je ne suis pas nommé comme ministre, qu'on ne connaît pas les choses. Non, 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 non. Ceux qui sont nommés ministres, parmi eux, beaucoup ne savent rien du tout. Ils ne savent rien. Comment il faut procéder pour arranger une affaire d'une telle ampleur. Ils ne connaissent rien du tout. Tout ce qu'ils savent, ils touchent l'argent, ils font ce qu'on leur demande de faire. Mais eux-mêmes, pour raisonner de leur propre gré, ils sont incapables de le faire. Mais nous qui sommes en dehors du pouvoir, on voit clair. Donc quand je dis, c'est pas parce qu'on n'est pas au pouvoir, je parle de moi. Toi aussi, est-ce que tu es au pouvoir? C'est toi qui es ministre? Est-ce que c'est toi qui reçois les salaires chaque fin du mois? Non. Ceux qui sont au pouvoir, là, ce sont les ministres et tout. Par exemple, même ceux qui sont militants de ceux qui sont au pouvoir, eux-mêmes, ils ne sont pas au pouvoir. Les militants de ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas au pouvoir. Ils sont même chose comme nous les autres. Donc voilà, je parle de ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire les ministres, les députés, les maires, présidents, tout ça là, c'est ceux-là qui sont au pouvoir. Les préfets, les sous-préfets, c'est ceux-là qui sont au pouvoir au pays là-bas. C'est d'eux je parle. Je parle d'eux. Le paiement se fait par carte bancaire. Voilà pourquoi ceux qui sont en Côte d'Ivoire, souvent, je ne réponds pas trop à leur truc en message parce que eux, ils veulent faire le paiement par les agences Western Union, Ria Money ou MoneyGram. Moi-même, j'ai un problème avec ces agences parce que ces agences ont des problèmes. C'est-à-dire, quand tu reçois assez d'argent par le biais de ces agences, alors ils te bloquent. Eux, ils demandent de justifier d'où vient ton argent. Genre, ils pensent que tu fais du trafic ou quoi que ce soit. Ils te demandent des bulletins de salaire. Ils te demandent d'envoyer passeport. Ils te demandent quel est ton lien entre telle personne. C'est-à-dire, tu dois tout justifier pour qu'ils débloquent. Et ensuite, lorsqu'ils te débloquent, ils te demandent de payer encore des impôts. Putain, mais ça ne peut pas aller jusqu'à ce point. Et les impôts, ils parlent d'une somme de 5 000 euros à 4 000 euros impôts. Même ceux qui travaillent, qui ont les petites entreprises là, privées, ils ne payent pas impôt 5 000 euros par an. Ceux qui ont les petites entreprises qui travaillent là, dans leurs petites entreprises privées, ils ne payent pas impôt 5 000 euros par an. Et nous les autres là, on n'a qu'à payer impôt 5 000 euros par an. Ah, vraiment, Europe, c'est pas la peine. Donc voilà un peu, voilà pourquoi pour l'instant, je demande aux gens maintenant de faire leur transfert par virement bancaire. Banque, là, c'est clair. Il n'y a pas histoire de dire, il faut justifier. S'il y a un souci, c'est entre moi et mon banquier. Voilà, on cause, fa, et puis c'est fini. Je n'ai plus besoin de me justifier devant le chambre du commerce de l'État dans lequel je suis. Non, non, non. Je n'ai plus besoin de tout ça. C'est entre moi et mon banquier, on juge et puis c'est fini. Voilà, donc voici un peu, voilà pourquoi. Maintenant, ceux qui sont en Afrique, qui peuvent payer par un carte bancaire, il n'y a pas de souci. Si vous m'écrivez pour dire, on a les moyens pour les cartes bancaires, il n'y a pas de souci. Je vais vous livrer. Maintenant, ceux qui ne sont pas en Afrique, qui sont en Europe, c'est pas carte bancaire. Tu veux payer, tu passes ta commande via ta carte bancaire. Donc, voilà un peu. Donc, Alassane Ouattara est en train de confirmer que ces Ivoiriens étaient des mercenaires. Je demande au gouvernement ivoirien de laisser cette histoire de l'ONU. Laisser cette histoire de l'ONU. Le nom de ces... leur nom est déjà gâté. On dit qu'ils sont mercenaires. Comment il faut faire pour les libérer? C'est de ça qu'il s'agit. Libérez-les à travers la négociation. Mettez bas la terre. Parce que gros cœur ne mange pas du riz couché. C'est pas parce que tu es gonflé, tu es fâché là que tu peux faire quelque chose. Non. Le Mali est un État souverain.
Au Mali, là-bas, on ne peut pas rentrer là-bas comme ça pour libérer les gens. C'est pas en Côte d'Ivoire où on attaque la Maka et puis les prisonniers s'évadent, ils fuient. Non, 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 ça n'a rien à voir. Le Mali, c'est un autre pays. Même aussi, le Mali est confronté à une situation délicate. Mais les Maliens, ils savent garder des prisonniers. Les prisons maliennes ne se libèrent pas comme ça. Il ne suffit pas de faire des petites attaques et puis bon, les prisonniers vont s'évader. Non, non, non. Si c'est sur ça, vous vous basez pour dire non, tenir des discours guerriers, ils vont périr là-bas parce qu'ils ne sortiront pas. Il faudrait que ça soit clair. Ils ne pourront pas sortir. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de ça que je parle. Le gouvernement ivoirien doit négocier. Pas directement, mais par un autre État interposé. Bon, peut-être il y a un État africain qui s'attend parfaitement avec le Mali. Pourquoi ne pas utiliser l'Algérie? Les Algériens, ils s'attendent très bien les Maliens. Ou bien les Mauritaniens, ils s'attendent très bien les Maliens. Pourquoi ne pas les utiliser pour négocier les Maliens? Je pense que l'Algérie est mieux placée. Parce que si les Algériens demandent aux Maliens de faire quelque chose, Assimi Goïta va le faire tout de suite. Parce que c'est eux qui soutiennent le Mali. Donc, le Mali ne peut pas refuser hein, à l'Algérie ce que l'Algérie va lui demander. Puisque l'Algérie est là pour... C'est l'Algérie, la Mauritanie, c'est ceux-là qui ont soutenu le Mali dans les moments difficiles. Donc, en retour, si l'Algérie dit, bon, il faut laisser faire quelque chose comme ça, le Mali ne va pas refuser. Le Mali ne va pas refuser. Parce que quand le Mali était dans des difficultés, le Mali s'est adressé aux Algériens pour dire aidez-nous parce qu'ils nous ont bloqués, ils ont mis embargo. Les Algériens ont ouvert leurs portes aux Maliens. Donc en retour, là, si l'Algérie demande quelque chose aux Maliens, les Maliens ne vont pas fermer leurs portes aux Algériens. Et donc le gouvernement ivoirien devrait envoyer une délégation, une délégation de diplomates en Algérie pour négocier avec le gouvernement algérien afin que l'Algérie envoie une délégation au Mali pour apaiser les tensions et demander à ceux qui sont au pouvoir au Mali de libérer ces 49 Ivoiriens. Et que cela ne va plus jamais se répéter. Ça a été une erreur de calcul, cela ne va plus se répéter. Il faut donner des garanties pour dire plus jamais des Ivoiriens vont débarquer au Mali sans que le gouvernement malien ne sache ce que ces Ivoiriens s'en vont faire au Mali. Il faut leur donner des garanties parce que, mais si c'est vous, c'est un État qui est en proie, où tout le monde veut déstabiliser le Mali. Donc les Maliens, ils sont sur leur garde. Les Maliens, ils sont vigilants. Donc, dès lors que des citoyens d'un autre pays voisin débarquent au Mali, et ce n'est pas de simples citoyens, ce n'est pas de simples citoyens, ce sont des militaires professionnels. Ils débarquent au Mali sans avertir le gouvernement malien, mais eux, ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Ils vont dire, mais c'est des gens qui ont été envoyés des mercenaires. Surtout le pays dans lequel ils viennent, duquel ils viennent, c'est un pays qui est dirigé par un président qui, dans le passé, a été l'instigateur des embargos, de l'embargo sur le Mali, qui voulait coûte que coûte que Assimi Goïta quitte le pouvoir. Et c'est dans ce pays-là viennent ces militaires. Donc les Maliens, ils doivent être vigilants, ils ne vont pas laisser ces militaires débarquer au sein du Mali pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc ils ont arrêté cela. C'est au gouvernement ivoirien de rassurer le gouvernement malien pour dire que ce ne sont pas des mercenaires. Pourquoi nous ne vous avons pas averti afin que ces gens-là n'arrivent sur votre territoire. Voici. Et il faut expliquer les choses comme elles se doivent. Maintenant, si le gouvernement ivoirien ne veut pas être clair sur cette affaire, ne veut pas expliquer en détail et en profondeur comment ces Ivoiriens se sont retrouvés au Mali, et dit que non, ces gens-là, ils partaient là-bas au nom de l'ONU, et l'ONU est en train de les désavouer pour dire non, nous, on ne les connaît pas. Mais comment vous ne voulez pas que le Mali les considère comme des mercenaires? C'est au gouvernement ivoirien de rétablir la vérité. Mais le ministre des Affaires étrangères, il fait quoi? Le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur, des Affaires intérieures. Bon, ça, c'est le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense qui doivent s'unir et trouver une feuille de route de comment faire pour convaincre le gouvernement malien. Le Mali et ses alliés, c'est bien sûr, parce que le Mali et ses alliés, c'est leur responsabilité d'apporter la paix et la tranquillité au Mali.
Donc, c'est au gouvernement ivoirien de rassurer le Mali et ses alliés. Comme quoi ces 49 Ivoiriens ne sont pas réellement des mercenaires, ne sont pas des tués à gage. Le Mali peut parler, mais ses alliés ont un mot à dire. Puisque c'est une histoire d'accord de défense. Donc, s'il y a des troubles au Mali, ça concerne directement les alliés du Mali. Et donc, le gouvernement ivoirien, il ne faut pas les gens qui sont au pouvoir à Abidjan voient uniquement le Mali. Non, derrière le Mali, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres gouvernements. Parce que c'est ensemble, ils coordonnent les choses pour le bien-être des citoyens maliens et la tranquillité, la paix au Mali. Et donc, le gouvernement malien ne peut pas prendre des décisions comme ça, tout en suspectant des gens qui sont des terroristes ou bien des mercenaires, les libérer sans consulter ses alliés. Et donc, les alliés du Mali doivent être convaincus. Or, nous savons qu'Alassane Ouattara, il est là, il critique la Russie. Il dit, oh, la Russie est un pays, ceci, mais comment tu veux que tes militaires soient libérés et tu critiques l'allié des trucs du Mali, hein? Tu sanctionnes l'allié des trucs des Maliens à l'Assemblée de l'ONU, tu prends position, tu es derrière les Occidentaux et en retour tu dis non, ils n'ont qu'à libérer tes militaires sans condition. Mais vous pensez que c'est comme ça le monde fonctionne? C'est pas comme ça fonctionne. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. C'est comme en Ukraine. Je prends un exemple en Ukraine. C'est comme l'Ukraine est en guerre. Et l'Ukraine met la main sur soi-disant des mercenaires. Vous pensez que le gouvernement ukrainien va prendre une décision solo pour libérer les gens? Non. Avant de les libérer, le gouvernement ukrainien doit consulter ses alliés, qui sont les Américains, les Européens. Mais comment vous voyez la chose? Parce que c'est eux qui soutiennent le gouvernement ukrainien. Donc l'Ukraine ne peut pas prendre une décision seule pour dire je les libère. Non. Avant de faire quoi que ce soit, ils doivent consulter leurs alliés. Et si leurs alliés sont d'accord pour dire bon, libérez-les, en ce moment-là, le gouvernement ukrainien peut dire bon, je les libère. Au Mali, là, pour les libérer, là, il faudrait que la Russie aussi soit consultée sur ces dossiers. Donc, Alassane Ouattara, faut pas, il va avoir une idée arrêtée. Le Mali n'est rien. Le Mali, non, non, non. Si le Mali n'était rien, vous pensez que les Français allaient quitter le Mali, hein, la queue entre les jambes? Vous pensez que les Français ont peur des Maliens? Vous pensez que les Français, ils allaient plier bagage comme ça? Vous pensez que le Mali allait dire un truc à l'ambassade, hein, à l'ambassadeur français de quitter le Mali en donnant des trucs en 72 heures ou 48 heures? C'est parce que le Mali, en prenant cette décision, fait confiance à son allié qui le protège. Voilà pourquoi les Maliens prennent ce genre de décision. Sinon, s'il n'y a pas d'allié qui protège le Mali allait se comporter comme un État colonisé, un État colonial, un État sous-préfet. C'est ce que vous ne comprenez pas. Les Français, ils vont pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il y a Wagner. Wagner, c'est la Russie. C'est à cause de ceux-là. La France dit, bon, nous, on ne peut pas coopérer avec eux, on ne peut pas cohabiter avec eux, donc on s'en va. Les Maliens disent, allez-y, on ne veut plus coopérer avec vous. Quittez notre pays. Pourquoi la France n'attaque pas directement? Parce qu'ils savent que le Mali a un allié. Donc, une telle situation mérite qu'on l'analyse en profondeur et qu'on voie le pour et le contre. Vous ne pouvez pas vouloir leur libération et en même temps critiquer la Russie. Non, Alassane Ouattara doit revoir sa copie. La Russie n'est pas un pays qu'on peut pisser là-dessus. Même les grands de ce monde, ceux que Alassane Ouattara il fait confiance à eux, les Américains comme les Européens, eux-mêmes ils disent que l'ordre mondial est en train de changer. La Côte d'Ivoire est quoi? Ceux qui sont les grandes puissances du monde actuellement, ils voient la situation, ils disent que le monde est en train de se recomposer. Mais qui est en train de faire ça? Qui est en train de provoquer la recomposition du monde? Qui? C'est qui? Est-ce la Côte d'Ivoire? Mais c'est qui? Mais c'est la Russie. Devant tous les États du monde entier, c'est la Russie qui a décidé officiellement de bouleverser le monde ancien pour pousser à ce que le monde soit recomposé à nouveau et créer un nouveau ordre mondial. Un tel État, la Côte d'Ivoire va chier là-dessus.
Au contraire, la Côte d'Ivoire devrait rester comme les autres pays africains. Les autres pays africains qui sont restés neutres. On leur a fait quoi? On leur a fait quoi? Rien du tout. Les Européens, qu'ils veulent ou pas, ils vont courir pour aller en Afrique, pour chercher des partenaires. C'est dans cette position la Côte d'Ivoire devrait rester. Pour parler demain en position de force. Vous ne voyez pas Emmanuel Macron? Demain, lundi, là, il sera en Afrique. Il va courir derrière les pays africains. Pour demander pardon. Ne m'abandonnez pas. N'allez pas derrière la Russie et la Chine. Et en ce moment-là, ces pays africains seront dans une bonne position. Ils vont poser leurs conditions à la France pour dire, bon, comme c'est comme ça, tu veux qu'on reste dans le giron européen, il n'y a pas de souci. On renégocie les accords. Allons-y sur de nouvelles bases. Si on veut maintenant signer des contrats là, ne nous demandez plus de prendre 5%, vous allez prendre 95%. On prend 50-50. Vous voulez, oui, vous ne voulez pas. Bon, écoutez, on va aller chercher d'autres partenaires. Et ces pays-là vont se retrouver dans une position de force. Mais ces pays sont restés neutres lors de l'Assemblée nationale de l'ONU. Lorsque ces Européens demandaient à ce que la Russie soit sanctionnée. Ces pays n'ont pas sanctionné la Russie. Ces pays ont décidé d'être neutres. Mais ce ne sont pas ces pays-là, les Occidentaux, courent pour demander pardon, pour aller négocier. Qu'est-ce qui dérangeait la Côte d'Ivoire à rester neutre? Est-ce que c'est Alassane Ouattara seul les Occidentaux ont soutenu pour être au pouvoir? Il y a plusieurs présidents que les Occidentaux ont soutenu pour être au pouvoir en Afrique. Mais pourquoi c'est lui seul qui s'affirme? Oui, on condamne la Russie, c'est inadmissible. J'ai l'impression qu'Alassane Ouattara, il ne connaît pas le monde entier, il ne connaît pas ce que c'est que la Russie. Il ne connaît pas ce que c'est que le monde nouveau qui arrive. Il est dans un monde ancien. Même les Américains, qui se disaient maîtres du monde, à un moment donné, ils comprennent. Ils demandent aux Européens de lever certains embargos, parce que ça ne va pas. Eux-mêmes, les Américains, ils ont levé certains embargos sur la Russie. Ils ont levé des embargos sur des banques russes, parce qu'ils voient que l'euro est en train de s'effondrer. Et l'euro emporte le franc CFA avec lui. Alassane Ouattara, n'est-il pas un économiste? Il ne voit pas le rouble qui est en train de monter. Aujourd'hui, l'euro et le dollar, il n'y a plus de différence. C'est la même chose, même parité. Le dollar même est devenu plus fort que l'euro. Quand les Européens ont vu ça, ils ont dit non, levons certaines sanctions contre la Russie, parce que ça fait que ça affaiblit notre euro. Ici, en Europe, certains pays commencent à se lever. Cette confrontation a déjà fait chuter des présidents, des dirigeants en Europe. Ah oui? Mais le dirigeant anglais, il est tombé. Le premier ministre anglais, Boris Johnson, il est tombé. L'Ukrainien est tombé. Draghi, il est tombé. Mais l'Estonie, la première ministre estonienne, elle est tombée. Elle a chuté. Mais pourquoi ces gens-là tombent? En dehors de ça, le président bulgare, il est tombé. Mais tout ça, parce que leur confrontation contre Poutine les fait chuter. Les gens doivent comprendre que la Russie n'est pas un petit morceau. Les gens doivent comprendre que les Occidentaux, ce qu'ils ont vendu comme rêve aux Africains en disant que la Russie n'était rien, que l'économie russe valait celle de trucs de l'Italie ou de l'Espagne. C'est du mensonge, c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. La Russie est un gros morceau. Un pays qui n'est pas fort économiquement parlant, un pays qui est pauvre. Est-ce que les Américains ont besoin des Européens pour mener une guerre contre un pays qui est pauvre? Il suffit aux Américains de lever le doigt pour asphyxier un pays qui est pauvre déjà. Mais vous ne voyez pas le Venezuela, le Cuba et certains pays, l'Iran. Mais les Américains n'ont pas besoin des Européens pour dire accompagnez-nous dans les sanctions, on va asphyxier ces pays. Eux seuls, ils réussissent à asphyxier des pays, soi-disant faibles, économiquement parlant. Mais pour la Russie, est-ce que l'Amérique a pu seul mener les attaques économiques contre la Russie? Si l'économie... Je vous mets au défi. Si c'est si c'était l'Italie, tous les pays européens, ainsi que les Américains avaient fait une coalition pour sanctionner, l'Italie sombrait dans les 24 heures à venir.
Je vous le dis, je mets quiconque au défi. C'est-à-dire tous les pays européens qui ont sanctionné la Russie, ainsi qu'en complicité avec certains pays américains, le Japon, Corée du Sud, Taïwan, tous ces pays-là qui ont fait coalition pour sanctionner la Russie, s'ils faisaient la même coalition pour sanctionner l'Italie, je vous le dis, un mois n'allait même pas passer, l'Italie sombrait. Des révolutions, une révolution grandiose allait se passer. Parce que la population italienne n'allait plus trouver de quoi à manger. Idem pour l'Espagne. S'ils font coalition comme ça pour sanctionner l'Espagne, c'est fini. Mais vous avez vu la Russie sombrer. Vous avez vu la Russie sombrer. Ça veut dire le rêve qu'ils vous ont vendu pendant des siècles, c'est du mensonge. Quand ils disent la Russie est un pays pauvre, ceci, cela. En dehors de ça, ils ont bloqué 300 milliards de dollars des Russes dans leurs banques. Mais malgré cette forte somme qu'ils ont bloquée là, la Russie n'est pas tombée. La Russie a su se relever. Pendant ce temps, ce n'est pas un pays qui est, qui est en guerre en même temps. C'est un qui mène une opération spéciale. Au même moment, pendant qu'elle mène une opération spéciale, on lui déclare une guerre économique. Donc, et en même temps une guerre militaire, parce qu'en finançant l'Ukraine, et on lui déclare une guerre culturelle, une guerre stratégique, sur tous les plans. Mais la Russie est debout. Elle est arrêtée, elle devient forte. Donc, quand vous voyez un tel pays, Alassane Ouattara devrait peser ses mots, malgré qu'elle est occupée, malgré qu'elle joue le duel avec les Occidentaux et les Américains. En même temps, elle s'occupe de ses alliés. Avez-vous vu les Russes abandonner le Mali? Avez-vous vu les Russes abandonner Bachar al-Assad? Avez-vous vu les Russes abandonner la Centrafrique? Avez-vous vu les Russes abandonner trucs comme Haftar en Libye? Avez-vous vu les Russes abandonner le gouvernement éthiopien? Avez-vous vu les Russes abandonner une partie du gouvernement soudanais? Non, ils n'ont pas abandonné. Ils sont là-bas. Même les Russes sont au Madagascar. C'est eux qui montent la garde du président malgache. Malgré qu'ils soient occupés ici, ils mènent une dualité avec une grande partie du monde. Ils sont sur tous les fronts. Malgré ça, ils ne sombrent pas. Vous devez comprendre que la thèse occidentale, c'est du n'importe quoi. En Occident, ici, ils commencent déjà à avoir, les gens commencent à avoir faim. Cette histoire de blé ou les céréales, non, les Africains vont avoir fait, c'est du mensonge. Ce sont les Occidentaux qui ont fait. Mais comment leur ego est surdimensionné. Ils ne peuvent pas dire eux, ils ont fait. Alors, ils utilisent le nom de l'Afrique pour dire l'Afrique, l'Afrique. Il faut lever. Est-ce que les Occidentaux, ils nous adorent tellement pour dire, bon, au nom de l'Afrique, pour sauver l'Afrique, il faut lever une partie des sanctions bancaires. En réalité, c'est eux qui ont problème. Parce qu'ils n'arrivent pas à acheter le blé russe. Ou les Russes les obligent à acheter ça en rouble. Et comme ils utilisent maintenant le rouble, ils payent le rouble dans la main des Russes pour acheter leurs marchandises, ils voient que le rouble devient puissant. L'euro s'effondre. Donc ils ont vu ça, ils ont dit non. Si on continue sur cette voie, la Russie risque de devenir puissante encore. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lever les sanctions dans certains domaines bancaires pour qu'on puisse faire les achats envers la Russie tout en déviant le rouble, mais en utilisant le dollar et l'euro parce qu'ils veulent rendre leur euro forte. Donc, ils veulent utiliser l'euro pour faire du commerce, pour que l'euro remonte. Voilà pourquoi ils ont décidé de lever certaines sanctions dans le domaine bancaire, le domaine financier. Vous ne voyez pas leur stratégie, mais nous qui sommes ici, on voit tout. Donc, c'est eux-mêmes qui ont problème. Sergueï Lavrov a dit quoi? Il dit, la Russie ne demande pas aux Occidentaux de lever les sanctions. Que si c'est la Russie, elle seule, que ces sanctions se maintiennent. Parce que ça va permettre à la Russie de bondir dans certains domaines et de signer, de trouver d'autres partenaires fiables. Car la Russie voit maintenant les partenaires qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas crédibles, qui sont incapables de négocier. Et donc les sanctions permettent à la Russie de bondir et de trouver d'autres partenaires qui sont fiables, ceux avec qui la Russie peut traiter. Et abandonner les anciens partenaires. C'est clair. Donc, ceux qui veulent la levée des sanctions, ce sont les Occidentaux. Donc, Alassane Ouattara lui-même, ceux-mêmes qui le supportent,
Il lutte pour lever les sanctions. Et c'est lui qui fait, hein, qui insulte les Russes. C'est lui. Et voilà tes soldats qui sont là-bas. Tu penses que c'est Assimi Goïta seul qui décide au Mali? La sécurité des Maliens là se trouve aussi dans la main des Russes, puisqu'il y a un partenariat entre la Russie et le Mali. Et donc aussi, imaginons qu'il y a une intervention militaire étrangère sur le Mali, la Russie doit apporter assistance aux Maliens. La Russie ne peut pas les abandonner pour dire que ce n'est pas notre pays. Et donc, comme elle ne peut pas les abandonner, s'il y a des gens que les Maliens arrêtent pour dire que ce sont des terroristes ou des mercenaires, la Russie a un droit de regard, à son mot à dire dans leur libération. Donc Alassane Ouattara doit comprendre. S'il s'attendait très bien à la Russie, ça c'était un petit problème. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas se mettre tout le monde à dos. Si Alassane Ouattara était resté neutre comme tout le monde, mais c'était facile d'envoyer des gens au sein de l'ambassade russe en Côte d'Ivoire pour essayer de négocier entre le pouvoir russe et le pouvoir d'Abidjan pour que le pouvoir russe puisse demander à son allié malien de libérer ceux-là. Pour rassurer le Mali comme quoi nous sommes là, ceux-là ne peuvent pas te déstabiliser, il faut les libérer, qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire. C'était ça. Parce que la Russie peut faire ça. Hein. Ça, c'est un petit problème pour les libérer là. La Russie peut prendre les trucs en main. Puisque le Mali est un partenaire maintenant avec la Russie. Si Alassane Ouattara n'avait pas chié sur les Russes, il n'avait pas insulté la Russie, il n'avait pas méprisé la Russie, la Côte d'Ivoire pouvait envoyer une délégation en Russie, plaider auprès des Russes. Mais Poutine allait donner l'ordre à un ministre des Affaires étrangères ou bien, voilà, quelqu'un un diplomate russe pour venir auprès des autorités maliennes pour demander pardon. Pour que cette histoire puisse être réglée diplomatiquement parlant, sans faire de bruit. Ils allaient les libérer calmement, sans que qui que ce soit ne sache quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Mais Alassane Ouattara, il chie sur tout le monde et puis il veut les libérer. Tu vas les libérer comment? Et puis le jour où on dit ils vont les juger, voilà les attaques. Mais tout ça c'est suspect. On dit ils vont les juger. C'est ce jour-là même, des rebelles coordonnent des attaques sur plusieurs fronts. Et ils attaquent des bases militaires. Comme si c'était un complot pour éviter leur procès. Comme si c'était un complot pour dire, bon, vous n'allez pas juger ces Ivoiriens-là. Et à chaque fois que vous allez vouloir les juger, nous allons frapper. Donc ça donne encore des preuves tangibles disant que ceux-là, ils étaient venus commettre des crimes. La Côte d'Ivoire doit revoir sa manière de faire sa politique. Pour plaire aux Occidentaux, on ne fait pas de trucs. Non. Dans la vie, il faut être... Même les Indiens, qui sont même les Saoudiens, qui sont les amis comme ça des Américains, ils ont refusé de condamner la Russie. Je ne comprends pas, Ouattara. Toi, tu es comment? Saoudiens et puis Américains, quels sont ceux qui sont proches entre Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite, et puis l'Amérique là, ou les Occidentaux là? Mais les Occidentaux, ils considèrent quel régime? Ils sont proches de quel régime réellement? Mais ils sont proches des Saoudiens plus que la Côte d'Ivoire. Les Occidentaux sont proches de l'Arabie Saoudite plus que la Côte d'Ivoire. Mais dans cette histoire de condamnation envers la Russie, l'Arabie Saoudite n'a pas cédé. Elle a dit non. Qui aurait cru que les Saoudiens puissent dire non aux Occidentaux? Parce que c'était leur toutou. Les Occidentaux, là, c'est leur toutou qui est l'Arabie Saoudite. Tout ce qu'ils demandent aux Saoudiens, ils font ça. Et puis on dit, ah, l'Arabie Saoudite est devenue une vache à lait que les Occidentaux tressaient. Mais aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a dit non. C'est la Côte d'Ivoire qui est derrière, qui saute, on dirait une grenouille, mais qui ne vaut rien du tout. On vous parle d'un nouveau monde et Ouattara, il joue au cowboy, il ne comprend rien du tout. Voilà. Dans ce genre de négociation-là, il faut être ami avec tout le monde. Comme ça, quand il y a une situation calamiteuse, tu es dans un dilemme, tu sais que lui, là, il est proche de celui-là, tu peux le voir pour dire, ah, mon frère, je vois que je ne m'attends pas à l'autre, mais comme toi, tu es mon, hein, on s'attend très bien,
Et c'est ton ami aussi, s'il te plaît, il faut décanter la situation pour moi. Et puis, rapidement, il décante ça. Et puis, c'est fini. Donc, Alassane Ouattara devrait revoir sa manière de faire. Je pense que j'en ai fini. Il doit revoir. Les gens qui sont au pouvoir à Biguin là-bas, là, ils n'ont qu'à revoir leur manière de faire. C'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on connaît, on est intelligent. Non, 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 non. Parmi les ministres, il y a beaucoup qui ne sont même pas intelligents. Nous, les autres qui vous parlons ici, là, beaucoup parmi nous sont plus intelligents que certains ministres en Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas un débat, mais c'est un fait. Ali Soumaoro, toi tu peux parler français que qui? Il dit parle en français. Tu comprends quel français même? Ton français mélangé avec un truc Maoka là, c'est ça tu appelles français? Regardez-moi un truc, un idiot comme ça. Mais il faut dégager de mon direct. Tu dois dégager, quitte mon direct immédiatement. Parce que ceux qui me suivent, ce sont des intellectuels. C'est des gens qui réfléchissent. Toi, tu réfléchis avec ton anus, tu ne comprends rien du tout. Et tu viens écouter des personnes qui sont sages, qui sont intelligentes. Comme moi, l'incontournable gars, il a compris. Vous allez toujours raisonner comme ça. Avec des idées de trucs de moineaux que vous avez, vous allez toujours raisonner comme ça. Regardez-moi des conneries comme ça. Donc, je pense que je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui ne veulent pas comprendre, qui réfléchissent à travers leur tibia, vont toujours raisonner comme des crapauds. Ils vont toujours raisonner comme des imbéciles. Je pense que je suis clair. Alors, nous allons poursuivre. Allons-y maintenant en Ukraine. L'Ukraine a agressé et la Russie a agressé. Les deux sont des agresseurs. Ils vont dire, mais Guégué, qu'est-ce que tu dis? Oui, l'Ukraine a agressé la Russie. Et la Russie a agressé l'Ukraine. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a deux sortes d'agressions dans cette affaire. Il y a une agression tactique et il y a une agression stratégique. Je vous explique. Stratégiquement parlant, l'Ukraine a agressé la Russie. Pourquoi? Parce que selon la situation géographique de l'Ukraine, et l'Ukraine ayant permis aux forces de l'OTAN de venir s'immiscer dans la politique ukrainienne, de créer des laboratoires biologiques militaires sur le territoire ukrainien, permettant aux pays membres de l'OTAN d'établir des bases militaires sur le territoire ukrainien, c'est une agression indirecte envers la Russie. Car ces bases militaires, ces laboratoires biologiques militaires avancés menaçaient l'intégrité territoriale de la Russie. Et donc, directement, la Russie se sent agressée car les pays membres de l'OTAN et la Russie sont dans une concurrence depuis la nuit des temps. Avant même que la Russie ne devienne la Russie, lorsqu'elle était l'URSS, même avant même l'URSS, la Russie des Tsars, les Occidentaux ont toujours voulu détruire la Russie. Et donc, l'Ukraine, en permettant aux Occidentaux de venir mettre leurs bases militaires aux frontières russes, des laboratoires chimiques, biologiques, avancés, militaires, c'est une menace directe. Et donc, c'est une agression directe. Et donc, l'Ukraine a permis à l'OTAN de menacer la sécurité de Moscou. Et donc, Moscou, en réagissant, a décidé de mener une agression tactique matérielle. Et donc, l'agression tactique et matérielle, c'est que la Russie a attaqué l'Ukraine. Donc, voici les deux types d'agression. Et donc, quand vous voyez, ceux qui disent non, l'Ukraine n'a rien fait, c'est la Russie seule. Non. Si quelqu'un vous dit que la Russie a attaqué, l'Ukraine n'est pas l'agresseur, c'est la Russie, dites à ce dernier qu'il y a deux agresseurs. Un agresseur stratégique et un agresseur tactique. C'est clair.
Donc, voici un peu. Gaussou Stakara, il dit il n'y a aucune crédibilité. Qu'est-ce que tu appelles crédibilité? Ce que je dis là, toi, tu connais? Ce que je suis en train de rétablir, tu connaissais ça? Même ceux qu'on appelle sur les plateaux de télé, soi-disant experts militaires, ou bien des experts géostratèges, tous ceux-là, ils ne connaissent pas ça. Pour eux, il n'y a qu'un seul agresseur. Et le seul, c'est la Russie. Et que l'autre n'a rien fait. On ne lui reproche rien du tout. Mais toi aussi, dans ta tête là, si on te demande mais qui est l'agresseur, tu vas dire c'est la Russie, c'est tout. Parce que tu ne fais pas travailler ton cerveau. Ta tête là, ça refuse de travailler. Et donc, si je suis là, exposer les choses, il faut écouter. Je vais t'enseigner. Je suis ton maître. Je pense que je suis clair. Je suis ton maître et laisse ton enseignant t'enseigner. Je pense que je suis clair sur cette affaire. Je ne vais pas trop parce que je suis déchargé. Je vais bientôt me déconnecter. Je vais vous souhaiter bonne nuit. Alors, il y a un fait qui s'est déroulé hier. C'est-à-dire, avant-hier, il y a eu une signature entre l'Ukraine et la Russie, sous l'égide de la Turquie et de l'ONU. Et cette signature consiste à permettre aux Ukrainiens de transporter leurs céréales par bateau sur la mer Noire pour les revendre à travers le monde. Mais suite à cette signature, le lendemain, il y a eu une frappe sur le port d'Odessa. Et d'autres disent non, la Russie crache sur l'ONU et que la Russie veut détruire l'accord. En réalité, ce qui s'est passé, parce que l'accord qui a été signé n'interdit pas, ou bien n'interdit pas plutôt, les frappes russes sur l'Ukraine. Ce n'est pas un accord de paix qui a été signé. L'accord là, ça consiste uniquement à évacuer les céréales de l'Ukraine. Ils n'ont pas dit, bon, comme l'accord a été signé, la Russie n'a plus le droit de mener des frappes sur le territoire ukrainien. Il faudrait que les gens le sachent. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant que l'accord se signait, les Américains ont fait quoi? Ils ont mis des armes dans un navire de guerre ukrainien pour que ce navire transporte ses armes pour aller au port d'Odessa. Donc c'était une manière de transporter beaucoup d'armes. Puisque d'habitude, c'est par voie ferrée ou voie terrestre. Parce que les voies aériennes sont interdites en Ukraine. C'est-à-dire aucun avion cargo militaire de l'OTAN ne peut survoler l'Ukraine pour envoyer des trucs, des matériels de guerre. Sinon, ce cargo sera pris pour cible par l'armée russe. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils transportent les armes par voie terrestre et voie ferrée. Donc, pourquoi la Russie ne détruit pas ces véhicules qui transportent ces armes ou bien ces trains qui transportent ces armes? Les Occidentaux utilisent une stratégie, c'est-à-dire dans les wagons-citernes. Quand je parle de wagons-citernes, c'est les trucs, les voitures, des trains. Il y a une partie du train où ils mettent des passagers. Et l'autre partie, ils mettent des armes là-dedans. Et quand c'est comme ça, si la Russie bombarde, ça va tuer des milliers et des milliers de civils. Et donc, via ces civils, ces armes sont protégées. C'est-à-dire les trains ne seront pas bombardés. Parce que si c'est bombardé, c'est comme si la Russie ciblait les civils. Mais eux, dans leurs médias, ils ne vont pas dire qu'il y avait des armes. Ils vont dire, mais la Russie cible des trains civils, tue des trucs. Donc, c'est l'image de la Russie qui va se noircir à travers le monde entier. Donc, la Russie ne peut pas frapper ces trains. C'est ce qui permet à ces armes de rentrer sur le territoire ukrainien. Maintenant, d'autres armes, ils mettent ça dans des remorques.
Et ils font croire que ces remorques viennent chercher du céréal. En réalité, ces remorques sont remplies de trucs d'armes. Sont remplies d'armes. Et quand ça vient, ça rentre dans les ports, hein, ports d'Odessa, ou bien ça rentre dans d'autres endroits, comme quoi ils viennent chercher du céréal. En même temps, ils déchargent les armes. Et c'est là où se trouvent leurs céréales là qui font le déchargement. Donc si la Russie frappe, ils vont dire, oh, la Russie veut affamer l'humanité tout entière. La Russie bombarde le blé ukrainien. Vous comprenez cette stratégie qu'ils utilisent chaque fois pour parvenir à faire entrer des armes, des cargaisons d'armes sur le territoire ukrainien. Donc hier ou avant-hier, ce qui s'est passé, c'est que comme ils ont signé l'accord, la Russie a dit, bon, elle ne va pas frapper Odessa pour que les marchandises puissent quitter le port pour être envoyées à travers le monde. Les Ukrainiens, ils ont trouvé bon, et les Américains, comme quoi, à travers cet accord, bon, l'Ukraine pouvait maintenant faire entrer des armes via des navires. Donc, ils ont mis le navire réellement est quitté en Roumanie, dans un port, parce que sur la mer Noire, la Roumanie aussi, hein, a un port dans la mer Noire. Donc ce navire militaire est quitté dans le port roumain rempli d'armes de l'OTAN. Ce sont les Américains qui ont mis ça dedans. Et ce navire est allé accoster dans le port d'Odessa. Ils ont dit c'est miné, mais il y a eu une partie où ça peut encore passer. Et donc, ce navire devrait faire le déchargement pour que ces armes soient remises à l'armée ukrainienne. Donc, la Russie ayant les informations comme quoi, il y a un navire qui a décollé du port de la Roumanie, rempli d'armes militaires pour venir accoster dans le port d'Odessa. La Russie n'a pas tardé et a frappé le navire. Donc, automatiquement, les Américains ont condamné, les Européens ont condamné et l'Ukraine a condamné. Pour dire, mais si ça échoue, ça sera de la responsabilité du truc de la Russie. Mais l'accord qui a été signé ne vous permet, c'est pas un accord qui a été signé pour que vous puissiez profiter de ça, pour mettre des armes dans des navires, pour envoyer ça truc en Ukraine, pour surarmer l'Ukraine. Donc c'est un message que Moscou envoie pour dire, c'est pas parce qu'on a signé l'accord que vous allez profiter de ça pour envoyer des armes. Dans le cas, si vous prenez encore d'autres navires dans lesquels, ou bien dans lesquels il y a des armes, nous allons frapper ces navires-là. Donc, c'est un message fort qu'ils ont envoyé aux Occidentaux et aux Ukrainiens. Donc, voici ce qui s'est passé. Donc, voici ce qui s'est passé réellement. Donc, ne crachez pas sur les Russes pour dire non, les Russes ne veulent pas. Non, non, non. Écoutez, c'est une question d'opération. Si les Russes n'interceptent pas ces armes, mais ces armes seront utilisées contre les Russes. Ces armes vont tuer des Russes. C'est une question de vie ou de mort. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont signé un accord que l'Ukraine et les Occidentaux vont profiter de ça pour envoyer des armes, et surarmer truc en Ukraine. Non. Il faut neutraliser ces armes dès lors qu'ils ont eu une information en disant que non, il y a des armes dans tel endroit. Ils doivent frapper. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, on ne voyait pas comme quoi la Russie ne veut pas que cet accord soit mis. Donc, si les Ukrainiens font ça, c'est que les Ukrainiens et les Occidentaux ne veulent pas que l'accord voie le jour. S'ils veulent que l'accord voie le jour, pourquoi ne pas utiliser ces navires pour transporter uniquement du céréal? Et puis ils veulent utiliser ces navires pour mettre des armes dedans. Ou bien c'est à cause des armes, ils criaient, le monde entier va mourir de faim, pour qu'on leur donne l'autorisation. Comme ça, ils vont amener des armes de guerre. Si c'est ça qui se cachait derrière leur cri d'alarme qu'ils lançaient depuis fort longtemps, qu'ils le disent au monde entier. Comme ça, les gens sauront que, donc c'était pour les armes qui criaient comme ça, et que ce n'était pas à cause de la faim. Maintenant, si c'est à cause de la faim, laissez les armes de côté. Ne profitez pas de ça pour envoyer des armes à travers des navires. Parce que ces navires seront frappés. Et plus tard, ils diront que les Russes ne voulaient pas que l'accord voie le jour. Voilà le problème. Est-ce que vous comprenez? Et dans la région de Kharkov, dans la ville de Kharkov, il y a un immeuble qui a été bombardé, c'est-à-dire un centre de commandement, dans lequel
il y avait 4 Américains, 4 généraux américains qui ont été tués, 2 Britanniques et beaucoup de Canadiens qui ont été neutralisés. Voilà, qui ont été neutralisés. C'est avant-hier nuit. Même le département de l'État américain a reconnu qu'ils ont perdu des gens, mais ils n'ont pas dit leur identité. Ils n'ont pas dit non, c'était des généraux. Ils ont dit ils ont perdu des gens. Ils ont dit non, ils ont perdu des citoyens américains. Mais en réalité, ce sont des hauts gradés de l'armée américaine qui étaient là-bas. Donc, quand on vous dit l'OTAN est impliquée dans cette histoire, des hauts gradés américains cherchent quoi? Où il y a les centres de commandement. Là où on donne l'ordre. Ceux qui commandent l'armée ukrainienne, c'est là-bas. Hein? Ils sont dans les centres de commandement, c'est eux qui donnent les ordres. Ils faisaient quoi là-bas? Les hauts gradés de l'armée américaine faisaient quoi là-bas? Canadienne, anglaise, ils faisaient quoi là-bas? Donc, ce qui veut dire réellement que ceux qui donnent les ordres, qui dictent, qui donnent des instructions à l'armée ukrainienne, ce ne sont pas les Ukrainiens, mais ce sont les pays membres de l'OTAN, c'est les militaires qui sont là-bas, qui donnent des consignes, ce qui doit frapper, les objectifs qui doivent frapper. Et ceux qui les aident, ce sont les Occidentaux à travers leurs satellites, leurs renseignements, qui donnent des renseignements aux Ukrainiens. Sinon, l'Ukraine seule ne peut pas face à la Russie. Vous devez le comprendre. L'Ukraine seule n'a pas la capacité dans le domaine du renseignement, à travers des images satellitaires. Ce n'est pas l'Ukraine qui utilise, l'Ukraine n'a pas de satellite militaire de haute précision pour donner des images satellitaires pour dire les Russes sont situés dans tel endroit. L'Ukraine n'a pas cette capacité. Le renseignement perfectionné et orienté, l'Ukraine n'a pas ça. Si c'était l'Ukraine seule, et il y a longtemps, l'Ukraine est tombée. L'Ukraine a fait la guerre à la Russie parce qu'elle compte sur les pays membres de l'OTAN, c'est tout. Les pays qui ont sanctionné la Russie, c'est ceux-là qui est dans l'Ukraine. Donc quand les gens ils disent non, la Russie n'arrive pas à prendre l'Ukraine, petit Ukraine, vous aussi, respectez quand même la Russie. Parce que même les Américains qui interviennent partout où ils interviennent, ils n'ont jamais croisé un pays qui a reçu un tel soutien pour que les Américains puissent, sur le plan militaire, gagner. Dites-moi le nom d'un seul pays où l'Amérique a gagné une guerre face à ce pays, pendant que ce pays était soutenu par 40 pays qui arment ce pays, qui donnent des informations militaires, renseignements dans tous les domaines. Non. Tous les pays que l'Occident a frappé militairement, ce sont des pays qui n'ont jamais été aidés militairement parlant. C'était des pays qui étaient seuls. Et l'Occident est toujours parti en coalition. L'Occident s'est toujours coalisé pour intervenir. Voilà pourquoi on dit l'Occident. L'OTAN est fort. Mais qui est l'OTAN? Vous avez fait bloc de plusieurs pays, vous tapez la poitrine. L'OTAN est fort, l'OTAN est fort. Dans l'OTAN, on dit la première puissance militaire, l'Amérique. Dans l'OTAN, il y a 3 pays qui sont nucléarisés, l'Angleterre, la France, l'Amérique. Dans l'OTAN, il y a plusieurs pays, ils sont nombreux. Ils ont fait bloc, ils disent l'OTAN est fort que la Russie. Mais parlez de one by one. Parlez de one by one pour dire non, l'Amérique seule peut détruire la Russie. On dit l'Angleterre seule peut détruire la Russie. La France seule peut détruire la Russie. Pourquoi ils ne disent pas ça? Et puis, quand ils veulent parler, non, l'OTAN, c'est une honte. Imaginons que la Russie aussi fait un tel bloc. Se met ensemble avec la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, avec les anciens pays membres de l'URSS. Et puis, bon, ensemble, ils disent, bon, ils se donnent un nom pour dire, nous, on est fort que l'Amérique. Mais c'est une honte. C'est une honte. On est fort que l'Amérique. Nous, on forme une force globale que l'Amérique. Que l'Amérique, non. Ou bien on forme, nous, là, on est fort que la France. C'est une honte. Mais la Russie ne fait pas ça. La Russie, elle est seule face à tous ces pays. Et puis ils disent, non, les alliés de la Russie, la Tchétchénie. Mais la Tchétchénie n'est pas un allié de la Russie. La Tchétchénie fait partie de la Russie. Parce que ça, ce sont des mensonges qu'on on vous donne à longueur. La Tchétchénie fait partie de la Russie. Les Tchétchènes, là, leur passeport, là, c'est le passeport russe. Ce n'est pas le passeport tchétchène.
Jamais il n'y a pas de passeport tchétchène. C'est un passeport russe, de nationalité russe. C'est clair. Mais je ne comprends pas. Qui est le président de toute la Russie? Mais c'est Poutine qui gouverne un truc la Tchétchénie. C'est Poutine. Ramzan Kadyrov, il est président de truc de la Tchétchénie. Quand je dis il est président de la Tchétchénie, ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque région a un président. C'est comme gouverneur aux États-Unis là. Quand on dit Washington a son gouverneur, Dallas a son gouverneur. Comment on appelle ça? Truc, vous comprenez? Les différents États américains ont leur gouverneur. Donc en Russie aussi, c'est la même chose. Là-bas, on ne dit pas gouverneur, on dit président. En Amérique, on dit gouverneur. Donc ce sont les noms qui changent. Mais c'est même composition. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a le président principal, le leader incarné, c'est Poutine, qui dirige tout cela. Donc, pourquoi vous voulez dire la Tchétchénie est une république à part et que c'est un allié? Comme quoi la Russie ne se battait pas seule, mais elle se battait avec des alliés. C'est ce qu'ils veulent faire croire aux gens, en fait. Ils veulent dénigrer la Russie, que non, la Russie seule ne peut pas, qu'elle a besoin des alliés. Parce que la Tchétchénie est musulmane. Non. Mais en Russie, la population est 30% truc islamisé. 30% de la population russe est musulmane. Il y a des Tatars, il y a des Tchétchènes, il y a d'autres trucs, tribus qui sont des musulmans. Et c'est ceux-là qui combattent là-bas, qui crient Allah Akbar, Allah Akbar. Ben oui, les musulmans, là où ils combattent, ils crient toujours Allah Akbar. Ils disent, oh, Poutine, ça va ramasser des djihadistes. Tchétchènes, regardez-moi ça. Mais ça n'a rien à voir de djihadistes. C'est des gens qui sont des Russes, qui combattent. C'est leur religion qui change. C'est pas parce qu'ils ont des longues barbes, ils crient Allah Akbar, donc ils sont maintenant devenus djihadistes et Poutine ça va les louer. Non. Des Tchétchènes font partie de l'armée russe. Au sein de l'armée russe, il y a des Tchétchènes. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a des bouddhistes, il y a toutes sortes de personnes. Donc, voici ce qui se passe. Donc, restez branchés. Ce que je sais, c'est qu'il y a une opération de grande envergure qui se prépare. La Russie, en ce moment, a mobilisé 4000 drones d'attaque. Je dis bien 4000 drones d'attaque. L'Iran va livrer 300 drones à la Russie. La livraison a déjà commencé. 300 drones. Et la Russie elle-même, elle fabrique ses propres drones. Mais en matière de drones, la Russie n'est pas trop à la pointe de la technologie. Les Iraniens, ils sont forts. Donc, ils ont décidé de livrer 300 drones. En retour, la Russie doit livrer des avions de guerre et des missiles anti-aériens, c'est-à-dire le S-400. La Russie doit fournir le S-400 aux Iraniens et donner des avions de guerre aux Iraniens, ce que les Iraniens n'ont pas. Parce que si l'Iran et Israël sont en confrontation militaire, l'Iran n'a pas d'avion pour aller menacer directement le territoire israélien avec des missiles. Et donc, l'Iran a besoin de ça. Pour menacer le territoire israélien, l'Iran va utiliser ses drones. Or, il faut des vrais avions pour menacer aussi. Et comme Israël s'est immiscé dans cette histoire, a pris parti pour l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Les Israéliens ont pris parti pour l'Ukraine. Ils ont décidé de soutenir les Ukrainiens. Donc, Poutine a dit, ils n'ont qu'à fermer l'agence juive qui est à Moscou. Cette agence avait pour, c'est une organisation soi-disant non gouvernementale, mais qui appartient à Israël, qui a pour mission de permettre aux juifs russes d'aller, de retourner dans leur terre natale. Donc, Poutine a dit non, il ne veut plus que les Russes, soi-disant d'origine juive, repartent un truc en Israël. Parce que la Russie, ceux-là, ils sont nés en Russie. C'est la Russie qui leur a donné leur éducation, les a formés au moment où ils doivent travailler maintenant pour la Russie. Ils ont eu toute la connaissance en Russie. Maintenant, Israël vient les chercher pour dire non, vous êtes Israéliens, retournez en Israël. Et puis, paf, ils s'en vont. Et c'est Israël qui bénéficie de leur savoir-faire. Poutine a dit non, comme vous avez choisi l'Ukraine, vous donnez des armes à l'Ukraine, vous donnez même des soldats, il y a des soldats de salle en Ukraine. Poutine dit bon, je ne veux plus que cette agence juive travaille encore en Russie. Fermez ça. Donc, ils ont fermé.
pour dire aucun Russe juif ne peut encore quitter en Russie pour aller s'installer en Israël. Les Juifs russes restent en Russie. Donc Israël est fâché. Elle a envoyé une délégation diplomatique pour négocier avec Poutine afin que cette agence s'ouvre à nouveau. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui est très important, c'est que la Russie a compris que Israël ne la soutenait pas. Et donc la Russie a décidé de changer sa politique radicale. Parce qu'auparavant, la Russie ne voulait pas vendre ses armes de défense à l'Iran, les S-400, parce que Israël demandait à la Russie comme quoi faut pas, elle va vendre ses armes pour sa sécurité. Faut pas, elle va vendre des avions de longue portée à l'Iran à cause de sa sécurité. Mais avec ça, la Russie a décidé de changer radicalement sa politique. Et donc, elle a dit à l'Iran, tu me donnes 300 drones, je te vends les missiles anti-aériens, je te vends des avions de 4e ou de 5e génération. Que ce soit le Sukhoi 57, que ce soit les Sukhoi 35 ou 34, je vais vous les vendre. Donc, ce qui va permettre à l'Iran aussi de menacer Israël directement. C'est-à-dire, si l'Iran est attaqué, l'Iran sera en mesure de faire décoller aussi ses avions qui, à longue portée, qui vont être en mesure de frapper aussi le territoire israélien. Et ça, Israël commence à trembler. Voilà pourquoi ils ont décidé d'envoyer une délégation rapidement en Russie pour parler de tout ça, afin que la Russie ne franchisse pas ce pas plutôt, afin que la Russie ne livre pas ses armes à l'Iran. Parce que si elle livre des avions à l'Iran, elle sera obligée de livrer des missiles de haute précision à l'Iran. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Parce que chaque avion est conçu avec ses missiles qui lui vont. Ces missiles qui vont bien à cet avion. Donc, les drones que les Iraniens donnent aux Russes, les Iraniens vont donner des missiles. Donc, si la Russie vend des avions de longue portée à l'Iran, la Russie sera obligée de donner des missiles qui sont adaptés à ces avions-là. Donc, ça sera des missiles de haute précision. Ce qui va menacer aussi la sécurité d'Israël, parce qu'en matière de missiles, les Russes ils sont très forts aussi. Vous ne voyez pas l'Ukraine, les missiles de haute précision qui sont là frappés partout en Ukraine. Et donc, Israël voit déjà la menace. Poutine avait voulu que Israël soit neutre, mais non, ils n'ont pas voulu être neutres. Les Occidentaux les ont poussés, prenez position. Mais voilà, position qu'ils ont pris, ça commence à ne plus aller. Ils ont envoyé une délégation en ce moment en Russie où je vous parle pour négocier avec les Russes afin qu'ils puissent trouver une entente. Donc, on espère que voilà, les deux parleront, mais puisque la Russie a déjà promis les avions et les missiles de défense à l'Iran, je ne pense pas que Poutine puisse changer encore de bouche pour dire non, je ne donne plus aux Iraniens. Non, puisque les Iraniens viennent de donner des drones. Donc, Poutine ne va plus changer, il va aller jusqu'au bout. Voilà. Il ne commence pas, mais c'est lui qui termine. Sur ce, on se laisse. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne nuit. C'était l'incontournable Guerre compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique tout entière, vive Vladimir Poutine, vive les pays révolutionnaires, vive le nouveau monde. On est ensemble. Ciao. Pourquoi la Russie n'attaque pas les Russes? Pourquoi les États-Unis n'attaquent pas aussi les Russes? Pourquoi vous posez ce genre de questions? C'est eux qui ne sont pas d'accord, non? Pour dire, ouais, c'est leur allié qui est l'Ukraine. Pourquoi ils n'attaquent pas aussi les Russes? Arrêtez ça quand même. Vous posez des questions, trucs. C'est les Européens qui sont contre la Russie, non l'intervention russe en Ukraine. S'ils sont trop mécontents, mais qu'ils prennent des avions, ils envoient une flotte pour dire, bon, on attaque Moscou directement. Et vous allez voir le retour. Donc, je pense que je suis clair. Ciao.